TCF, la chaîne de l'unité nationale. TCF, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir la Centrafrique, bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de l'édition spéciale en série sur les antennes de Foyo Média, Télévision nationale centrafricaine et la radio centrafricaine. Et bien sûr, l'édition de ce soir, comme toutes les précédentes d'ailleurs, sera consacrée à la question qui fâche, la question qui divise l'opinion centrafricaine. Naturellement, vous l'avez deviné, c'est la réécriture prochaine de la Constitution. Le texte fondamental qui régira l'avenir de ce pays d'un point de vue souverainiste, mais aussi panafricaniste. On en parle dans quelques instants, mais à côté de cela, autre chose sera dit. Tout à fait. À côté de cela, nous analyserons la décision de la Cour constitutionnelle du 29 août 2022 sur la saisine de Jean-François Kandji Kambé et autres tendant bien sûr à déclarer contraire à la Constitution et nul les actes de l'exécutif organisant la vente de la nationalité du sol et du sous-sol centrafricain dans le cadre de l'exécution de la loi régissant la crypto-monnaie, bien sûr en République centrafricaine. Le développement, ce sera dans quelques instants. Pasiki Doumbé, bonsoir. Bonsoir à vous, Bachir. Et bien sûr, nos invités également, un très grand bonsoir à vous. Vous le savez, c'est toujours un énorme plaisir de vous savoir en train de nous suivre sur toutes les plateformes. D'où que vous soyez un peu partout dans le monde, en tout cas, c'est un honneur de faire du Centrafrique le centre du monde dans le cadre de ces éditions spéciales. Nos invités. Tout à fait. On va commencer donc par la présentation de nos invités. Déjà, ici, nous avons l'honneur de recevoir M. Pascal Bida Kouyarbélé. Vous êtes ministre coordonnateur des grands projets et investissements stratégiques à la présidence de la République, bien sûr, centrafricaine. Bonsoir à vous, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons que le département, ça se passe bien puisque vous avez de très grands challenges. On parle quand même d'investissement stratégique, on parle de grands projets. Oui, la charge est lourde, mais vraiment c'est une, mais tout aussi exaltante. Le président a de grandes ambitions pour ce pays, tout un pays à transformer, à reconstruire. Et donc, face aux ambitions effectivement du président, tous les jours, c'est un grand challenge que nous avons à honorer. Merci en tout cas, monsieur le ministre. Un autre invité sur ce plateau, William Djapou, j'espère que j'ai bien prononcé. Vous êtes vice-coordonnateur national des organisations nationales en droits de l'homme. J'espère que c'est ça. C'est bien cela, c'est le réseau national des organisations de jeunesse en droits de l'homme. Voilà, en droits de l'homme. Merci en tout cas d'être là. Merci également. Vous avez découvert sur le respect des droits de l'homme en République centrafricaine, c'est bien ça? Tout à fait. Nous enquêtons, nous faisons du monitoring sur les violations des droits de l'homme. Nous faisons également des plaidoyers sur les questions de droits de l'homme en matière principalement des questions qui touchent à la jeunesse, aux femmes et aux jeunes femmes. Ok. Merci en tout cas vous, monsieur William Djapou, d'être là ce soir. Le président Badakani, vous êtes avec nous sur ce plateau. Est-ce qu'on doit encore vous... En tout cas, bonsoir. Vous faites ce que vous voulez. Grand panafricaniste en tout cas. Moi, c'est comme ça que moi je préfère vous présenter. Moi, j'accepte tout. Mais évidemment, le plaisir est particulier. Ce soir, on est avec nous, monsieur le ministre, qui a la charge de coordonner les grands projets stratégiques du pays. Je pense que le débat de ce soir va s'enrichir de sa contribution
exceptionnel parce qu'il est au cœur. Il est au carrefour de la théorie et de la pratique dans ce domaine-là. Je salue mes co-panélistes, en particulier mon ami qui s'occupe des droits de l'homme. Tout à fait, William Djapou. Je vous salue vous-même et je salue l'autre panéliste d'exception que vous allez présenter. Je salue les techniciens. Vous savez que les gens n'imaginent pas ce qu'il faut faire en termes de prouesse technique pour qu'une émission comme ça puisse se tenir. Donc nous saluons les techniciens, la co-technicité qui unit, n'est-ce pas, la télévision d'État et le média for you. C'est une démarche d'innovation, n'est-ce pas, panafricaniste que nous souhaitons, n'est-ce pas, prospère dans l'ensemble du continent. Pourquoi pas? Merci à vous, Président Banakani. Vous êtes également en politique du côté du Cameroun, président du nouveau mouvement populaire. Docteur Yam Timba, vous êtes avec nous, vous êtes économiste, vous êtes également analyste. Merci en tout cas d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Madame Siké, bonsoir Monsieur Ladan. Merci, bonsoir. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je salue également mes copanélistes de m'avoir invité sur votre plateau. Et bien sûr, on vous a présenté comme économiste, mais de plus en plus, comme j'aime à le dire, on vous retrouve surtout dans la géoéconomie. C'est bien ça. Peut-être j'exagère un tout petit peu. Il y a des nouvelles notions. Tout à l'heure, on en parlera d'ailleurs avec le ministre. On parle de crypto-monnaie. Beaucoup découvrent la tokenisation. On découvre quoi? Les NFT. Oui. Voilà. Autant de nouveaux concepts qui nous ramènent finalement dans cette stratégie économique. Mais écoutez, ça nous ramène surtout dans une révolution politique, sociale et économique en RCA. Oui. Et c'est probablement la chose que nous devons tous bien comprendre. Parce que tous ces mots, il y a 4-5 ans, on ne les prononçait pas. Si aujourd'hui on les prononce et que de plus en plus au niveau mondial, quand on les prononce, cela rappelle le Centrafrique, ou que cela est lié au Centrafrique, ou que cela pousse vers le Centrafrique, c'est bien parce que quelque chose se fait dans ce pays en ce moment qui est exactement de la même structure que lorsque les philosophes parlent de la structure des révolutions scientifiques. Eh bien, on est là dans une révolution économique particulièrement, mais qui, par-delà l'économie, en fait, est une révolution d'ingénierie sociale. On refait totalement ce que nous comprenons par société, ce que nous comprenons par, voyez-vous, État, parce qu'en réalité, à compter de maintenant, parce que nous avons une nouvelle structuration sociale, il est clair et évident que ce que nous appelons l'État ne peut plus être la même chose que ce que nous avons connu hier. C'est pour cette raison que cela pose les bases, ou cela, si vous voulez, interpelle sur le type d'État qui devrait porter cette révolution sociale et cette révolution économique, cette révolution qui, in fine, est une révolution politique, c'est-à-dire de la mise en place, de la mise en ordre d'une société. Merci à vous, docteur Yam Timba. Il faut bien rappeler que nous serons rejoints sur ce plateau par le panafricaniste par essence et par excellence, patient parfait d'homme, le moment venu. Et pendant ce temps, Siké Doumbé, parlons de cette constitution qui fait parler, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi ne pas commencer par l'avis de monsieur le ministre, qui semble être la voix la plus autorisée, si je puis, à moins que je n'en abuse. Monsieur le ministre. Pourquoi la question de la réécriture ou de la révision constitutionnelle fait tant couler d'encre et de salive dans votre pays? Comme nous pouvons le constater aujourd'hui, la question d'un changement d'État et de la société et de l'État en lui-même, et donc bien sûr de son acte fondamental, à savoir la Constitution, aujourd'hui est porté par le peuple. C'est le peuple et ses représentants qui ont effectivement posé la problématique, à savoir qu'il fallait effectivement changer d'État, changer de forme d'État et changer effectivement, revoir l'acte fondamental qui constitue effectivement cet État, pour justement maintenant honorer au mieux les aspirations du peuple et porter effectivement les ambitions du président Touadéra au mieux, de cette révolution qui est en cours, mais surtout de pouvoir, je dirais, réhabiliter l'esprit de ces grands panafricains. Parce que tel est véritablement le combat de ces grands panafricains qui
ici en Centrafrique, à l'instar de Carino. Carino, comme qui vous le savez, est ce grand leader panafricain qui se battait pour l'unité, la liberté et le bonheur du peuple noir. Dans les années 1920, ce dernier, ce grand leader, a initié le plus grand mouvement de révolte. Pourquoi plus grand mouvement de révolte? Parce qu'il a, en termes d'espace, il a occupé un espace extrêmement large, au-delà des frontières centrafricaines, que ce soit en terre, ce mouvement de résistance à la colonisation, à la barbarie, a pris pied au Cameroun, au Tchad, au Congo, au Soudan et dans les deux Congos. Et au-delà de ça, Carino a inspiré la plupart des grands résistants de cette époque, que ce soit Ho Chi Minh, que ce soit Machwa, Kimbangu, que ce soit Umnyobe, mais surtout Buganda. Je tiens aussi à préciser que Nkrumah s'inspirait, ils se sont tous inspirés, et même Marcus Garvey, de ce grand mouvement de résistance qui a, je dirais, amené les forces négatives d'occupation française à se mobiliser. Donc quasiment 75% des troupes coloniales de l'époque ont été mobilisées pour pouvoir avoir raison de cette lutte de résistance en terre centrafricaine. Et c'est ce qui a amené les autres résistants dans le monde, ceux qui résistaient à l'invasion coloniale française, justement à prendre conscience du fait que, tiens, il y avait une chance de pouvoir tenir tête à cela. Et même nos frères d'Algérie se sont inspirés aussi. En fait, tous ces résistants-là se sont inspirés de Carino. Carino qui était effectivement le maître à penser de Buganda. D'ailleurs, Buganda a laissé entendre qu'il était l'héritier de Carino. Certes, il a eu recours à une autre stratégie, mais nous voilà aujourd'hui, les carinistes et les bugandistes, ainsi que le peuple que défendaient effectivement ces grands résistants. Nous voilà aujourd'hui à la croisée des chemins pour pouvoir justement changer toute la donne. Et je dirais honorer ce grand rêve que nos ancêtres portaient depuis que notre pays a été envahi depuis 132 ans. Aujourd'hui, ce peuple-là exige que la donne puisse changer. Vous dites envahi. C'est ce que vous avez dit. Ce pays était envahi par les troupes barbares et coloniales françaises qui ont massacré la moitié de la population en quasiment 40 ans. La population centrafricaine était estimée à l'époque à peu près 8 millions d'habitants. En moins de 30 ans, ils ont effectivement décimé, c'est quasiment un véritable génocide. Et pourquoi? Parce que effectivement, la population centrafricaine a été surtout peuplée de résistants qui refusaient d'être assujettis à toute forme de colonialisme, d'esclavagisme. Donc ceux qui fuyaient les razzias arabes et les razzias esclavagistes arabes se réfugiaient à l'intérieur des terres centrafricaines. Ceux qui d'ailleurs, les descendants de la reine Nzinga, se sont établis à l'intérieur des terres centrafricaines. Vous avez même d'ailleurs un village qui s'appelle Nzinga. Et donc tous ces grands résistants-là se sont réfugiés à l'intérieur des terres parce qu'ils ne pouvaient pas accepter d'être assujettis à une quelconque forme de domination. Et ce sont ces derniers qui, quand effectivement les troupes françaises ont pénétré l'intérieur des terres centrafricaines, ont été amenés à résister face à cette pénétration. Et il n'y a pas eu un seul jour dans l'histoire de ce pays pendant la période coloniale où ce peuple-là n'a pas résisté. C'est un peuple de résistants. Alors, Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez convoqué cette population, du moins la volonté du peuple. On rappelle d'ailleurs que Forion Média était sur le terrain. On a couvert cette manifestation de la population en soutien justement à la réécriture d'une nouvelle constitution. Mais de l'autre côté, il y a aussi cette autre voie, ceux-là qui s'opposent justement à cette nouvelle constitution. Est-ce que vous comprenez quand même cette posture aujourd'hui? Je ne la comprends pas, mais elle s'explique. Vous savez, même à cette époque-là, depuis l'avènement de la colonisation, il y a eu des collabos. Il y a eu des collabos qui ont collaboré avec effectivement les colons.
et même et qui ont soutenu cette logique coloniale jusqu'à l'avènement des indépendances. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons effectivement ceux-là qui défendent ce système néocolonial qui a prévalu pendant un bon bout de temps et système colonial auquel nous avons mis fin. Aujourd'hui, le peuple, en choisissant le président Touadéra, justement, aspire à autre chose, aspire à la liberté, aspire au bonheur, aspire à la richesse. Et justement, c'est à travers, je dirais, toute cette dynamique-là initiée par le président, cette révolution crypto a tout de suite suscité un déclic au niveau de la population. Et à travers le pays, les gens se sont manifestés, levés et ont poussé leurs représentants, à savoir certains députés, à exiger que l'on puisse effectivement fonder un nouvel État en phase avec leurs aspirations profondes. Et pour ce faire, il fallait absolument revoir fondamentalement la loi fondamentale. Et puis, pour faire aussi derrière ça, parce qu'il y a d'autres grandes idées qui étaient portées par le président, mais en fait, qui ne faisaient que, je dirais, traduire les aspirations profondes de ce peuple-là, qui aspirait fondamentalement au bonheur, à la richesse, au développement et à la puissance. Et voilà effectivement ce qui nous amène aujourd'hui à nous retrouver dans cette situation, à la croisée des chemins. Et c'est une période hautement historique. Et comme vous le savez aujourd'hui, alors certains laissent entendre que non, pourquoi revoir les fondements d'un État aujourd'hui, revoir cette constitution, il y a d'autres priorités. Mais il est question de la fondation d'un État. Tout commence par là. Le problème est où? C'est pourquoi maintenant ou pourquoi revoir réécrire la Constitution? Pour eux, c'est et pourquoi maintenant et pourquoi revoir la Constitution. Le problème, c'est que la Constitution a été rédigée dans un contexte assez spécifique de transition et les rédacteurs de cette constitution s'étaient maintenus dans cette logique de transition. Nous ne sommes plus dans cette logique de transition aujourd'hui. Il est question que cet État devienne une puissance en devenir. Et là, ça change tout. Toute la donne change. Il faut tout revoir fondamentalement. Mais il est surtout question de pouvoir revenir à l'esprit de ce peuple-là, l'esprit de ceux qui ont fondé ce peuple-là, à savoir Karinou et Boganda. Vous savez, il y a une lettre que le président Boganda avait écrite à Abel Goumba quand il se rendait au Ghana lors du troisième congrès panafricain, où justement déjà il parlait de cet esprit qui devait animer cette constitution, qu'il rédigeait déjà. Ils étaient en train de travailler sur le préambule et tout est dedans. Tout est dedans, les fondements de cette nation qu'il fallait structurer, cette nation panafricaine. Il était question de fonder les États-Unis d'Afrique centrale latine pour aller aux États-Unis d'Afrique. Et c'est le message qu'il avait effectivement demandé à Goumba de porter à Nkrumah lors du congrès panafricain. Et d'ailleurs, Goumba, dans son discours lors de ce congrès, a justement relaté tout ça, à savoir qu'il fallait que, et en Centrafrique et ailleurs, la constitution africaine puisse justement intégrer les valeurs fondamentales du panafricanisme et de l'idée justement de cette Afrique, cette grande Afrique unie. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère des grands ensembles, et j'en parle de l'Europe, de ces grands ensembles qui se constituent autour de l'Europe, de l'Asie et du reste. Et aujourd'hui, le débat se pose aujourd'hui en Afrique avec beaucoup plus d'acuité. Cela s'impose à nous, le panafricanisme. Et il est question justement d'intégrer aussi tous ces éléments-là dans cette constitution. Merci pour ces prises de parole, monsieur le ministre. Oui. On va poursuivre avec vous, monsieur William. Je voulais en même temps, si vous permettez, en 30 secondes, en profiter pour vraiment remercier mes frères panafricains ici présents autour de cette table pour le travail formidable qu'ils ont abattu pour conscientiser la masse africaine et aussi la jeunesse centrafricaine sur ces questions fondamentales, effectivement, pour lesquelles nos ancêtres, Karinou et Boganda, ont donné leur vie. Vraiment, merci. Voilà. Dieu les entiers du béni. Merci à vous, monsieur le ministre. Une fois de plus, William Djapou. Alors, vous là qui représentez ce réseau national au niveau de la jeunesse, aujourd'hui il y a ce changement, du moins ce qui s'écrit aujourd'hui dans l'histoire de la République centrafricaine. À quel niveau se positionne la jeunesse centrafricaine aujourd'hui? Quelle est votre grille de lecture à propos de cette réécriture de la Constitution?
C'est une question très très importante, très intéressante aussi pour d'abord une partie de la jeunesse centrafricaine, une grande partie bien entendu, mais pas seulement la jeunesse centrafricaine, mais le peuple dans son ensemble, comme le ministre venait de le dire à l'instant. Nous avons pu observer en tant que jeunes à quel point l'actuel président de la République, chef de l'État, a hérité d'un pays en crise. Un pays en 2016-2015 qui était une économie exsangue, un État failli, une armée quasi inexistante, des infrastructures inexistantes. Donc dans un contexte assez marqué par une crise généralisée multidimensionnelle. Et en très peu de temps, je vous dis en très peu de temps, parce que nous sommes centrafricains, nous le vivons, il a quasiment réglé le problème de l'insécurité qui sévissait depuis presque 30 ans. Aujourd'hui, on peut le dire qu'il existe quasiment plus de rébellions en République centrafricaine, à part quelques groupuscules bandits qui résistent encore, et j'ose croire que dans les mois à venir, ce problème sera définitivement réglé. Vous vous rendez compte comment un président arrive en à peine 5 ans à régler un problème de 30 années. Pour nous, les jeunes qui aspirons à faire notre place dans cet État, dans ce pays, qui aspirons à nous construire, à nous bâtir, la question de la paix, la question de la sécurité est une question importante et primordiale. Et face à cette réalisation concrète, la jeunesse est déjà fière, elle est déjà contente. Mais il ne s'agit pas que de la paix et que de la sécurité. Aujourd'hui, la jeunesse aspire à plus d'emplois. La jeunesse aspire à plus d'opportunités pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir se développer. C'est dans ce sens-là que la crypto-monnaie est également arrivée en apportant de nouvelles opportunités. On en parlera d'ailleurs. Tant pour les Centrafricains, les jeunes, que tant pour d'autres jeunes également qui aspirent à vouloir venir en Centrafrique et construire cet État. La question de la modification de la Constitution est arrivée à une question très importante. Si vous avez suivi les débats nationaux qui se sont déroulés ces derniers temps, nous avons une organisation fêtière de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse, qui a pris plus ou moins une position concrète en faveur d'envoyer des délégués dans le comité de rédaction de la prochaine constitution. Après un débat assez houleux qui s'est passé, les jeunes ont pris position avec un vote très favorable pour participer à la rédaction. Il faut rappeler que cela a été appris par le décret du président qui a laissé une place également à la jeunesse au sein du décret qui crée le comité de rédaction de la prochaine constitution. Mais ce n'est pas tout. Bien avant cela, des débats ont animé la jeunesse sur le positionnement de la jeunesse. Aujourd'hui, une partie du Front républicain qui porte cette vision de la nouvelle constitution a consulté ses bases. Vous savez, une grande majorité de la population centrafricaine, c'est une population jeune, plus de 60%, et les bases ont réagi positivement en sollicitant notamment des questions qui sont purement axées ou centrées sur la jeunesse, notamment la révision de certains articles de la Constitution du 30 mars 2016. Nous avons l'article 36 qui parlait des questions relatives aux critères d'âge pour être candidat à la présidence, mais cela ne s'arrête pas qu'à cela. Une étude a été menée également par les organisations de la jeunesse sur les lois discriminatives en faveur de la jeunesse, celles qui empêchent aux jeunes de travailler, de s'intégrer pleinement dans la gestion de la chose publique en République centrafricaine. Les critères relatifs aux années d'expérience, aujourd'hui on vous demande 10 ans d'expérience pour certaines choses, on demande également des certificats de propriété bâtie, ce qui n'est pas, même pour des personnes adultes, ce qui est souvent un peu difficile dans le contexte national, et tant d'autres éléments qui empêchent la jeunesse. Avec un président qui a inscrit la jeunesse au centre de son agenda, il s'avère aujourd'hui important que les jeunes puissent également prendre position en faveur de cette constitution qui va être écrite, mais surtout qui va pouvoir intégrer leurs revendications profondes, leur place dans cette prochaine société centrafricaine. Nous sommes aujourd'hui à l'ère d'une révolution. Une révolution comme on n'en a jamais vu. Les panafricanistes de quasiment toute l'Afrique se sont mobilisés ces derniers temps pour soutenir la République centrafricaine. Il y a eu des mouvements panafricains jeunes qui ont été un peu partout, qui se sont prononcés en faveur de la République centrafricaine, en faveur de la jeunesse centrafricaine, et qui portent également cet espoir que si aujourd'hui vous allez voir qu'on va parler en Afrique, la République centrafricaine, le Mali,
pays, d'autres États encore qui commencent à vouloir sortir du joug néocolonial, pour ne pas dire colonial directement, du joug néocolonial. C'est comme un nouveau paradigme que nous sommes en train de construire. Et le président Touadéra l'a très vite compris, il s'est inscrit dans cette dynamique en mettant l'accent sur les jeunes, en essayant de refonder une société centrafricaine, mais qui est plus panafricaine. D'ailleurs, récemment, en tant que jeune, j'ai même suivi les conclusions du congrès du mouvement Cœur Uni, le parti présidentiel, dans lequel l'une des recommandations phares était celle de pouvoir intégrer, au-delà du cadre du MCU, qui est un parti centriste, d'obédience centriste, social centriste, ils ont sollicité à ce que soient introduites des questions purement panafricaines. Aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, la République centrafricaine est en train de dire à l'Afrique que tout le monde peut devenir centrafricain si tout le monde partage cet esprit de vouloir bâtir une nation centrafricaine très panafricaine. Et donc, ce sont autant cette dynamique qui anime la jeunesse centrafricaine, qui se sont beaucoup plus aujourd'hui africains, centrafricains certes, mais africains, et qui aimeraient pouvoir partager ce qu'elle a et être un tout en étant elle-même. Donc c'est toute une philosophie qui accompagne la vision du chef de l'État et que nous, jeunesse, nous soutenons énormément et que nous voulons promouvoir à travers la réécriture de cette nouvelle constitution qui va les intégrer pleinement et intégrer les revendications de la jeunesse. Merci donc à notre cher William Diapou. Alors nous allons retourner de l'autre côté de la table. Je n'ai pas envie de dire à l'extrême gauche parce qu'il n'est pas d'extrême gauche. Président Bandakani, merci pour... Alors, Président Bandakani, on a écouté nos compatriotes centrafricains s'exprimer. Je vais rappeler à nos téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous aurez comme l'impression qu'il n'y a pas de contradiction sur le plateau. Considérez cela comme de la pédagogie, puisque nous avons bel et bien invité d'autres organisations de la société civile centrafricaine et notamment le porte-parole du groupe des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016. Nous avions son OK jusqu'à la dernière minute, on ne le voit pas, mais le plateau reste toujours ouvert. À tout moment, on pourra la voir. Président Bandakani, votre lecture après avoir écouté nos deux compatriotes ici. Je voudrais vous rassurer, la contradiction n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. D'accord. C'est un moyen pour construire des synthèses dynamiques qui permettent d'avancer, qui permettent de dynamiser le savoir. Ça, c'est important. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ailleurs. Ailleurs où les chantres de la déontologie contradictoire en matière de journalisme, on voit bien que la contradiction s'arrête devant les intérêts supérieurs de la pays. Tout à fait. Voilà, donc je pense que nous aussi on doit apprendre à faire ça. Donc je voudrais m'inscrire dans tout ce qui m'a précédé et particulièrement l'insistance du Monsieur le ministre sur les fondements mémoriels et historiques de l'entreprise de fondation constitutionnelle dans le pays. Si vous n'avez pas d'ancrage historique et mémoriel, vos dynamiques constitutionnelles n'ont pas d'âme. Une constitution qui n'a pas d'âme, c'est un fantôme. C'est un fantôme. C'est un spectre. C'est un spectre qui est en contradiction fondamentale et permanente avec le destin de la nation qu'elle est censée cristalliser. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement vrai en Centrafrique, c'est vrai dans tous les pays africains. Je le dis bien, dans tous les pays africains. C'est un problème africain. Notre rapport à la Constitution, qui fait que ce rapport-là est basé sur le fait que nous nous vantons de constitutions qui sont des bâtards, qui n'ont pas de père, fondamentalement parlant, sur le plan de l'histoire, qui sont étranges, non seulement à notre passé, mais à notre avenir. Pour dire quoi? Quand on convoque la fondation de la RCA, comment ce pays s'est constitué historiquement, le ministre l'a expliqué, je pense que lui aussi, il s'est inscrit dans ça. Quand on convoque le passé de ce pays, on voit très bien qu'il s'est constitué historiquement dans la résistance, dans la nécessité de survivre à un défi que lui a posé l'entreprise coloniale, après les entreprises esclavagistes et les guerres Peul, pour ne citer que ça. C'était un défi, survivre, refuser de mourir. Nous voulons vivre. C'était compliqué. Vous vous imaginez comment on survit dans l'économie esclavagiste? Vous vous imaginez comment on fait dans des guerres, dans des razzias? Mais c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Et ça n'a pas fini. Ben, le colon est arrivé, ils se sont partagés le pays, les Belges et les Français se sont partagés le long des deux, les deux niveaux du fleuve. Oui. Ils sont partagés. Après, c'est la France qui a pris le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a convoqué la grande guerre du Congo-Wara. Mais c'est un événement majeur et fondamental. Il a expliqué, je ne vais pas insister dessus. Comment on peut faire des dynamiques constitutionnelles qui ne prennent pas en charge cette histoire? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on veut construire? Ça va déboucher sur quoi? Si on oublie cette histoire, mais qu'est-ce qui fédère les Centrafricains? Qu'est-ce qui les fait être ensemble? Mais c'est justement parce que on n'a pas vivifié cette mémoire que le Centrafrique continue à être perçu comme une juxtaposition de peuples, de populations qui n'ont rien de commun. Dès qu'on construit la communauté centrafricaine sur la base de la mémoire et de l'histoire, mais ça conduit inéluctablement vers le panafricanisme. Vous voyez la projection historique immédiatement. Et quand vous vous inscrivez dans la dynamique panafricaniste, ben, il y a des combats que vous ne menez pas, il y a des divisions qui sont impossibles. Comment on fait? Il y a des divisions qui ne sont pas possibles, il y a des oppositions qui sont inutiles, qui disparaissent d'elles-mêmes. Président Mandakani, oui. La seule convocation de la dynamique historique suffit-elle pour demander aujourd'hui la réécriture de cette constitution? Non, elle ne suffit pas. Oui. Ben, j'arrive. Si vous ne commencez pas par là, vous brassez du vent. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Mon cher Bachir, il y a deux témoins. Il y a deux témoins qui regardent l'expérience constitutionnelle du peuple centrafricain. Si on prend 1958 pour référence, puisque c'est la date où on proclame la République. L'indépendance vient après. C'est ça, monsieur le ministre. Voilà. Donc, il y a deux témoins. Vous expliquez comment on explique, je le répète, la question c'est à partir de l'état permanent de guerre dans lequel se trouve ce pays, alors qu'il a des constitutions. Ce n'est pas moi qui pose le problème, c'est un fait objectif. Aucune passion partisane, aucun intérêt politique ne peut résister à la puissance de ces témoins. Ces guerres sont-elles le fait des constitutions mal écrites? Les constitutions cristallisent ces guerres-là. Elles sont le document juridique qui est censé prévenir ces conflits-là. Mais ces conflits s'imposent aux constitutions. Donc le premier constat qu'on dit, c'est que soit ces constitutions produisent cette instabilité chronique, soit les instabilités chroniques sont au-dessus des constitutions et ont tiré les conséquences. On ne peut pas le faire depuis, mais on connaît l'histoire de ce pays. C'est un État qui a failli, qui est failli. Donc il n'existe pas. Il y en a démontré hier suffisamment. Il n'existe pas, pour des raisons historiques que nous connaissons, pour les questions historiques que nous connaissons. Donc quand on convoque les questions historiques, c'est pour démystifier, mettre sur la table les véritables causes qui font que les constitutions, n'est-ce pas, centrafricaines, et je dis, pour la plupart des pays africains, sont faibles. Mais si on prend le cas, c'est pas seulement le cas centrafricain, prenez des expériences d'autres pays africains. Vous voyez très bien que les constitutions ne tiennent pas. Dès qu'un régime arrive, la constitution qui l'a précédé, il estime que bon, ça ne marche pas. Ça ne va pas. Il y a un conflit permanent entre les dynamiques constitutionnelles et l'existence même du pays. Le deuxième témoin, mon cher Bachir, le deuxième témoin radical, c'est la mise de tutelle de ce pays. Mais ce pays est sous tutelle. Comment vous expliquez? Que fait la MINUSCA ici? Pardon? Que fait la MINUSCA ici? La mission. Donc les Bokanda, les Karinous, tous les patriotes de ce pays qui se sont battus depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, ils l'ont fait pour que le pays soit remis sous tutelle. C'est quand même extraordinaire. Voilà un pays qui a eu Bokanda, qui s'est mobilisé pour l'indépendance, qui a inspiré toute une résistance mondiale, mais qui se retrouve aussitôt après l'indépendance sous tutelle. Et ça conduit jusqu'à aujourd'hui. Mais vous allez me dire n'importe quoi. La présence de la MINUSCA, même si on veut dire qu'on fait, il faut gérer les contraintes diplomatiques. Mais vous faites comment pour ne pas interroger ça? C'est un problème. Que fait la MINUSCA ici? Quel est le rôle que la France a joué dans ce pays, alors qu'il y avait une constitution? Mais c'est un pays qui n'appartient pas aux Centrafricains. Mais si le pays n'appartient pas aux Centrafricains, c'est quoi la constitution? C'est quoi la constitution? Mais c'est quoi? C'est un plâtre? On l'a plâtré quelque chose. C'est quoi? C'est quoi la constitution dans ce contexte-là? Ce sont les vrais débats que l'entreprise constitutionnelle ne peut pas omettre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer dessus. Donc, à partir de là, nous disons que ce qui rend nécessaire, je vais le dire ça autrement,
La réécriture de la Constitution est une nécessité historique. C'est d'abord à cause de ces deux témoignages, le bilan des expériences qui sont passées, mais aussi le fait que ce pays est à l'aube de quelque chose d'extraordinaire, ça se voit. Mais tout le monde le dit, tout le monde le voit. Que ce soit à l'étranger, nous on voit ça de l'extérieur, nous on habite, nous on vient de l'extérieur. Mais quand nous sommes à l'extérieur, nous voyons très bien qu'il y a une espérance qui est en train d'être dans ce pays. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Avant, l'histoire de ce pays s'est conjuguée en drame. Nous, de l'étranger, quand on voyait ça, mais écoutez-moi, excusez-moi de dire ça, il ne faisait pas bien d'être centrafricain. Nous, je dis bien, c'est un regard de l'extérieur. Oui, il ne faisait pas beau d'être centrafricain. Quand on avait façon de les cataloguer, c'est un centrafricain. Quand les autres, c'était un Tchadien. Péjoratif. Oui, c'était péjoratif. On le regardait d'une certaine manière. Mais il faut dire que depuis un certain temps, depuis l'arrivée du président Touadéra, il y a une espérance qui est là. Ce pays s'est réconcilié avec l'histoire, il a convoqué la sécurisation du pays. Oui, est-ce qu'on peut négliger le fait que le pays retrouve une stabilité en matière de sécurité après près de 40 ans d'instabilité chronique? C'est un événement majeur. Comment on fait pour ne pas voir ça? Est-ce qu'on peut nier ça? Pour faire ça, il y a eu le génie de quelqu'un. Il a fallu bagarrer, il a fallu lutter extraordinairement dans des contrées diplomatiques, géopolitiques extraordinaires pour arriver à stabiliser ce pays-là. Oui. Mais ensuite, je dis donc, les perspectives économiques de bonheur qui s'offrent enfin aux Centrafricains, les perspectives qui s'ouvrent à ce pays, c'est clair, à travers le fait que, je chute donc, depuis qu'on pose la question monétaire, depuis 10 ans. Mais avant, les Tchundjian Poumi l'ont posé, c'est ce que je parle. Le professeur Nicolas Bourou l'ont posé, tous les grands monétaristes africains ont dit que mais il n'est pas possible de bouger en Afrique tant qu'on ne règle pas la question de cette convention monétaire nazie. Mais quel est le chef d'État? Quel est l'Africain qui, en tant qu'homme d'État, a pris sur lui d'engager une dynamique originale pour en sortir? C'est qui? C'est le président Touadéra. C'est un fait. Je dis, c'est le président Touadéra qui prend acte en tant qu'État de dire j'engage mon pays dans une révolution monétaire, mais qui est une révolution économique, culturelle, sociale, politique, Yam l'a dit, et géopolitique. L'entreprise de la crypto-monnaie. On y reviendra d'ailleurs. Merci à vous. Ces deux événements, mon cher Bachir, font de l'entreprise, de réécriture, de la Constitution. Et ces deux événements, aucune passion politique ne peut les obscurcir. Merci à vous, Président Mbandakani. Docteur Yamb, tout à l'heure, le Président Mbandakani justement a expliqué entre autres en se basant sur l'histoire ainsi que les autres copanélistes. Mais on sait également que la République centrafricaine, tout comme les autres États africains, ce n'est pas le seul pays d'ailleurs qui a procédé à soit modification de la Constitution. Il y en a eu plusieurs, et ce qui crée justement plusieurs fois des troubles, ce qui m'amène à présenter justement l'avis de certains analystes qui pensent d'ailleurs justement que ce n'est justement pas le fait de changer ou de modifier les constitutions puisque les conflits persistent et perdurent. Alors ce n'est pas forcément le fait de modifier ou de réécrire la constitution qui pourrait changer le devenir d'un État. Cela est vrai. Cela est vrai. Parfaitement vrai. C'est même tellement vrai que c'est la raison pour laquelle je suppose il est temps justement pour la Centrafrique, mais c'est valable pour tous ces pays qui parlent le français et utilisent le franc CFA, de se poser la question simple de savoir, sommes-nous vraiment des États, des pays indépendants, des pays souverains aujourd'hui? Parce que la question fondamentale, j'ai commencé par là tout à l'heure, c'est si vous êtes souverain, cela s'exprime, cela s'incarne dans une ingénierie juridique constitutionnelle, mais également dans une architecture politique. Et ce qui se passe dans le débat que j'entends, c'est en fait un problème qui est bien connu de ceux qui étudient les révolutions, c'est-à-dire les innovations qui permettent un saut qualitatif. La plupart des acteurs politiques que j'entends ont le sentiment d'être en contradiction les uns des autres. Je n'en ai pas vraiment le sentiment. Je n'en ai pas la conviction. De façon absolument
significative, je ne vois pas de différence dans les attitudes. Le problème, c'est comment on exprime finalement l'originalité de quelqu'un, et cela se perd dans des échanges sur les détails. Or, le fond du problème, c'est justement de dire aujourd'hui, compte tenu, je reprends par la fin du président Badakani, les opportunités économiques, le contexte international aujourd'hui, la situation, l'évolution dont parlait M. Ndiapou, je ne voudrais pas revenir sur les fondements historiques que le ministre Bida a rappelé à suffisance. Je voudrais simplement dire que, en réalité, quand on tient compte de tout cela, les Centrafricains, clairement, ne sont pas en opposition aujourd'hui. Alors, à quoi est-ce qu'on assiste depuis un moment? On assiste à ce qu'on appelle, ça s'appelle en matière de révolution l'incommensurabilité. C'est un mot trop gros, trop ampoulé, trop technique, mais qui veut simplement dire qu'en fait, les gens utilisent les mêmes mots, mais ils ne mettent pas les mêmes contenus. Or, ils parlent tous de la constitution de leur pays, mais chacun met le contenu qu'il veut. Or, ce qui veut dire clairement qu'il y a une intersection qui est la constitution, donc ils sont sur quelque chose sur quoi ils peuvent s'entendre. Mais la question, c'est plutôt de dire, de rappeler à tout le monde que chaque fois que vous vous trouvez dans cette situation d'incommensurabilité, tous ceux qui sont sur les extrêmes ont tort. En fait, leur position est fausse. C'est la position du milieu qui est la position purement constitutionnelle, dans le sens premier de ce terme, qui veut dire se tenir ensemble. Je ne sais pas s'il y a un seul Centrafricain aujourd'hui qui me dira « Oh, je n'ai pas envie de réconciliation ». Le terme que le président Badakani a utilisé en Centrafrique, je n'ai pas envie de me tenir, de me mettre avec les autres Centrafricains pour que notre pays avance. Donc, en fait, ils sont dans l'incommensurabilité, ils ne sont pas vraiment dans l'opposition ou dans une opposition ou dans des contradictions. Et l'autre chose, mais je dis qu'ils ne sont pas dans la contradiction. Je suis très... Retenez bien ce mot parce que vous avez dit il n'y a pas de contradiction. Oui. Non. En fait, les révolutions ne sont pas bâties sur les contradictions. Les révolutions sont bâties sur les sauts qualitatifs. Et le principe qui fait qu'on se tienne ensemble, c'est ça qui permet d'arriver à quelque chose qui est tout simplement un saut quantique. C'est-à-dire, en fait, vous partez d'un état à un autre sans que nécessairement on connaisse par quel chemin vous êtes passé, sans qu'on puisse le retracer. Et la manifestation du fait que vous vous teniez ensemble, c'est ça qui se consigne et qui se codifie du fait de vos échanges. Ça se codifie dans ce qu'on appelle donc une constitution. Parce que la constitution ne saurait être un simple texte qu'on écrit. Et l'idée selon laquelle il y a eu des constitutions dans ce pays, rien n'a changé, vient justement de ce que ces constitutions-là n'avaient pas plus de valeur que le papier sur lequel elles-mêmes étaient écrites lorsqu'il fallait qu'on regarde en face la situation néocoloniale. M. Diapou lui dit néocolonial, c'est être gentil, colonial du pays. Ouais. Parce qu'au fond, ce que cette constitution bridait, c'est la capacité de ce pays à s'unir, à se réconcilier, à retrouver la dynamique révolutionnaire, la dynamique de quête de liberté de Karinou, mais surtout cette dynamique, j'emprunte cette expression au ministre Bida, il me pardonnera de l'utiliser avant lui, la dynamique de Boganda qui est la dynamique du droit à la richesse, du droit au bonheur. D'où ces 5 verbes. Citez-moi un seul Centrafricain qui n'est pas concerné par ces 5 verbes. Se loger, se nourrir, se vêtir, s'éduquer, se soigner. Est-ce qu'il y en a un seul? Or, si vous permettez, oui. Le concept du droit à la richesse partagée pour tous, en fait, est porté par Touadéra, non par Boganda. C'est une traduction. En fait, oui. Ça vient de ces 5 verbes. Et vous, aujourd'hui... Il va au-delà des 5 verbes. Aujourd'hui, le président Touadéra va au-delà des 5 verbes de Boganda. Tout à fait. Et donc, il est question maintenant d'aspirer à la richesse pour tous. La richesse partagée pour tous. De défendre le droit à la richesse partagée
partagée pour tous. Ce qui nous amène aussi à pouvoir fondamentalement, c'est vrai que Boganda défendait ces idées-là, mais pour lui, il y avait d'abord d'autres priorités. Absolument. Aujourd'hui, la priorité aussi pour le président Touadéra est tout autre, eu égard à l'évolution de l'évolution historique du pays et justement, eu égard au fait que nous sommes dans un monde en pleine mutation. Il est question aujourd'hui, de par le fait qu'il faille aujourd'hui, selon le président, défendre ce droit à la richesse pour tous, partant de ce principe-là, nous devons effectivement exploiter nos richesses, nos ressources, au profit justement du bonheur des populations. Donc nous avons ce droit-là de pouvoir jouir, profiter de nos richesses pour pouvoir être riches. Et ce droit-là, effectivement, doit profiter à tout le monde et doit être partagé par tous. Et c'est un droit, effectivement, qui revient à tout le monde. Et le président, en fait un principe fondamental, ce droit à la richesse pour tous. Le droit à la richesse partagé pour tous. Merci. Monsieur le ministre, merci. En fait, ça me conforte. Ah, pardon. Juste pour... Oui. 5 secondes, simplement. Voilà. Ça me conforte dans la perspective historique que j'essayais d'établir. C'est la perspective historique. C'est-à-dire qu'on voit le mouvement kariniste qui est un mouvement de quête de la liberté, de combat pour la liberté des hommes, et puis arrive un président qui s'intéresse fondamentalement aux 5 droits, aux droits fondamentaux de son peuple. Et aujourd'hui, on a une étape où cela évolue et est capté, mais réinterprété dans un concept d'ailleurs nouveau, innovant. Parce que ça ne fait pas peur. Et ça, c'est extrêmement important. Universaliste, humaniste, le droit à la richesse partagée. C'est des choses qui me semblent réunir tous les Centrafricains. Et c'est des choses qu'il faut continuer à rappeler à tout le monde, mais des choses qui réunissent pas seulement les Centrafricains, c'est les Africains, mais également l'humanité tout entière. Vous nous accordez 2 minutes dans votre temps de parole, le temps peut-être d'aller au standard. On nous signale l'appel de Delphin depuis Bujumbura, c'est ça. Oui. Gitega au Burundi, voilà, plutôt. Bonsoir à vous Delphin, merci de nous retrouver. Bonsoir ma chère sœur Sikendoumbé. Bien sûr, au duo qui présente si brillamment les thématiques chaque soir sur la maison Foy Media. Je n'oublie pas de saluer les invités. Monsieur Bibo, que j'avais déjà eu l'occasion de voir sur d'autres médias. Et je n'oublie pas mes aînés, Bandakani, Monsieur Dominique Yamtini. Et le 4e, je m'excuse, je n'ai pas retenu son nom. L'essentiel est dit, mais pour ma part, je vais sur quelques points très importants. J'ai beaucoup apprécié les propos du ministre, d'ailleurs, étant un haut dignitaire, il pourra vous confirmer ce que je veux dire, qu'il a été un témoin privilégié en observant notamment les troupes burundaises qui travaillent du côté de Centrafrique, notre état d'esprit. Effectivement, comme les invités, je m'inscris dans cette logique qui doit, j'allais dire, rappeler, plutôt rafraîchir l'héritage de nos aînés, donc Karim et Boganda. C'est exactement la même logique que le Burundi des années 2010 a adopté en rafraîchissant le souvenir d'un compagnon de lutte, Boganda. Je fais allusion ici à feu son Altesse le prince Rwagasore, auquel le Rwanda et le Burundi doivent tous deux leurs indépendances. Il a malheureusement été assassiné comme papa Boganda, mais ça ne l'a pas empêché ses enfants aujourd'hui, donc les Burundais et les Burundaises d'aujourd'hui, et je ne m'enorgueillis pas peu d'en être un exemple, de ne pas oublier tous les efforts qu'ils ont déployés pour que le Burundi s'en sorte. Et je souhaite naturellement la même victoire au Centrafrique. Tout le reste, tout le blabla démocrate, fait penser aux activités de M. Ojoula et son M. René Pré dans le Cameroun des années 50. Il faut absolument bannir ce genre de fadaise. Et donc, la dynamique, comme l'a dit M. Bandakani, qui consiste à lancer un travail, un chantier multiple, à la fois social, politique, militaire et monétaire en Centrafrique,
Et pour ma part, excellente piste qu'il faut encourager tous les jours. Et des émissions comme celle-ci sont là naturellement pour montrer le chemin. Donc pour ne pas monopoliser le micro, je vais m'arrêter ici. For You Media, une fois de plus, allons de l'avant. Et à vous Delphin, depuis Gitega au Burundi, merci d'avoir appelé ce soir. Et le standard reste ouvert, hein. On y retournera tout à l'heure. Alors c'est que Doumbé, ce que je propose, nous allons redonner la parole à la fois au ministre et bien sûr à William pour une autre intervention avant de passer à la prochaine étape. Monsieur le ministre, de quelle constitution la RCA a-t-elle besoin aujourd'hui? Avant de répondre, si vous me permettez, je voulais rebondir sur une remarque qui avait été faite par le président Balakani ici présent sur la tutelle dont nous sommes censés faire l'objet. Nous ne sommes pas sous tutelle. C'est vrai, la MINUSCA est là depuis un bon bout de temps. Quand le président Touadéra a été élu par le peuple, afin qu'il puisse libérer le peuple d'une certaine tutelle, dès son élection, il a assumé la souveraineté de cet État-là et de ce peuple. Il est vrai qu'il y a eu des tentatives de pouvoir justement nous mettre sous tutelle et nous imposer un certain nombre de choses, mais croyez-moi, le peuple centrafricain et le président Touadéra est maître du destin du peuple centrafricain. C'est avec justement dans cette logique souverainiste aujourd'hui que les décisions sont prises, que le président, je dirais, préside la destinée du peuple centrafricain en répondant à ses aspirations profondes. J'en veux pour preuve aujourd'hui, croyez-moi, le projet de la crypto n'était pas de nature à plaire à plus d'un. Mais souverainement et avec audace, le président a pu justement imposer cette idée souveraine du peuple centrafricain que de pouvoir effectivement s'engager vers une nouvelle voie de développement économique et de s'inscrire dans une logique révolutionnaire, que ce soit sur le plan politique, économique et social. Et donc, en termes de tutelle, je pense que, à mon sens, et je pense que dans cet état, même avant, je me souviens, le professeur Abel Goumba laissait entendre qu'il est vrai que ils ont très souvent tenté de nous avilir, de nous mettre sous tutelle, mais ce peuple a toujours refusé cette tutelle-là. Et donc, maintenant, aujourd'hui, ils sont là, nous exploitons plutôt leur présence ici au profit de l'épanouissement des populations. Nous essayons de capitaliser au mieux cette présence, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne nous imposent rien du tout. Très bien, c'est une bonne précision. Et pour répondre en 30 secondes à notre question, donc, de quelle constitution le Centrafricain a-t-il besoin? Aujourd'hui, la Centrafrique, comme je vous disais, a besoin d'une constitution, donc d'une loi fondamentale qui va justement être le fondement d'une puissance en devenir. Vous savez, on s'interdit souvent, et tout le temps en Afrique, de parler de puissance. Vous l'avez dit 4 fois depuis le début de cette émission. On s'interdit en Afrique de parler puissance. On s'interdit en Afrique de parler de beaucoup de choses. Je voyais dernièrement, mais tous les autres leaders à travers le monde parlent puissance. Je voyais dernièrement le président Macron qui estimait que la France était une puissance d'équilibre. Il est question pour le président Touadéra de faire de la Centrafrique une puissance en devenir. Et donc avec cette loi fondamentale-là, il est question de pouvoir établir les fondements d'un nouvel État, mais surtout les fondements d'une... Vous savez, permettez-moi encore de citer le professeur Abel Goumba. Boganda a tenté de fonder un État, mais il n'avait pas eu la chance et l'opportunité de fonder la nation africaine de Centrafrique. C'est d'ailleurs le message qu'il avait fait passer lors du congrès panafricain. Il était question pour lui de fonder la nation africaine et à la rigueur des États. Il appelait ça des villages africains. Mais il était question de nation africaine. À travers son projet de Centrafrique, des États-Unis, d'Afrique centrale latine, mais qui n'était qu'une étape
l'Europe pour aller vers les États-Unis d'Afrique, il était question de nation africaine. Et il va falloir aller vers ça. Et surtout aujourd'hui, où il est question, on est à l'ère des grands ensembles qui se constituent, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, et même au niveau des pays arabes. On est à l'ère des grands ensembles. Il y a d'autres grands ensembles dans ce monde en mutation, où il est question d'un nouvel ordre mondial. Où nous situons-nous, Africains? Voilà, il va falloir qu'on puisse justement participer à cette grande logique de mutation en position confortable. Et donc, partant de ce principe-là, il va falloir que nos États et le futur État africain, ces États justement puissent s'inscrire dans cette logique panafricaine de constitution d'un État africain. C'était le grand rêve de Boganda et de Karinou et de d'autres panafricains, de Goumba et de Oumiobe, de Pouemi, de Thomas Sankara, aussi de Cheikh Anta Diop, de Lumumba. Et c'est aujourd'hui le grand rêve que porte le président Touadéra. Et donc il est question, mais c'est surtout l'aspiration profonde de la jeunesse centrafricaine, de la jeunesse africaine, de pouvoir ensemble justement embrasser ces grands défis, ces grands challenges. La jeunesse africaine, l'Afrique qui va d'ici peu représenter 30% de la population mondiale. Ce sera le continent le plus peuplé du monde d'ici 20 ans. Il faut se préparer en conséquence. Il va falloir armer ces jeunes, les préparer en conséquence et surtout leur offrir un cadre juridique fondamental digne de ce nom qui pourra leur permettre de s'épanouir et non d'avoir un cadre comme aujourd'hui où vous avez une constitution qui entretient une certaine forme de banditisme constitutionnel, quand vous avez une cour constitutionnelle aujourd'hui qui se permet même de se prononcer sur la constitutionnalité d'un projet. Parce que là, le Sango n'était autre qu'un projet, aucune disposition réglementaire n'avait été prise jusqu'alors, et qu'une loi n'avait été votée pour structurer le projet. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle se permet de se prononcer sur l'annonce d'un projet. Alors que la Cour constitutionnelle a pour vocation de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi. Mais parce que justement, certains, ceux qui animent cette Cour constitutionnelle, sont animés d'une autre dynamique. Il était question de casser cette dynamique de développement que portent les jeunes. Parce que quand on parle crypto, on parle jeunesse. Quand on parle de cette révolution crypto, cette révolution du Web 3, c'est la révolution de la jeunesse. On a une population qui est extrêmement jeune. L'âge moyen dans ce pays il est de 23 ans. C'est pour cette jeunesse que le président a initié cette révolution. Ce président qui a passé toute sa carrière, toute sa vie à former la jeunesse. Et donc, il était plus à même que beaucoup de comprendre les enjeux que représentait cette révolution. Et donc, maintenant, pour cette constitution aujourd'hui, doit être en mesure de préparer la jeunesse aujourd'hui à affronter, je dirais, les grands challenges de demain. Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins et c'est pour ça que c'est cette jeunesse qui s'est mobilisée comme un seul homme à travers différents mouvements de mobilisation, d'envergure, de meetings, etc. Et ils ont exigé, ils ont mis la pression sur leurs représentants, les députés, pour qu'ils puissent justement plaider pour qu'on aille vers une refondation constitutionnelle plus adaptée justement à leurs aspirations profondes. Voilà un peu les grandes lignes. Maintenant, comme je disais, voilà les grands principes. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Merci à la réalisation justement aussi pour ces images de manifestation, ces jeunes qui sont descendus pour soutenir ce projet de réécriture de la Constitution. Avant de passer la parole à Monsieur Diapou, Président Bandaka nous vient en 30 secondes. On va passer la parole à Monsieur Diapou. Je voudrais insister sur le caractère nécessaire de la réécriture de la Constitution en prenant deux images. De 1960 jusqu'à l'arrivée du président Touadéra, on peut observer une chose. Cette chose-là est factuelle. Les différentes constitutions n'ont pas pu résister aux ambitions des chefs d'état-major. C'est-à-dire, si vous avez une constitution qu'un chef d'état-major peut balayer à la suite de sa mauvaise humeur, c'est toujours une constitution. Jean Bédel Bokassa, chef d'état-major. André Kolimba, c'est le président Kolimba, chef d'état-major, avec son fameux général Mention à l'époque. François Bézizier, sauf juste pour le contraire, chef d'état-major.
ben, il y a quand même là un signe assez clair qui montre que on écrit des constitutions, mais si un chef d'état-major se fâche, il déchire ça, il prend le pouvoir. Il organise, ça peut déclencher la guerre civile, il stoppe les libertés, il les dissout et il instaure son régime. Je pense que mon cher Bachir, Madame Magnoula, c'est quelque chose de symboliquement interpellateur. Est-ce que les constitutions qu'on écrit sont plus fortes que les chefs d'état-major? Merci à vous, Président Badakane. Alors, Monsieur William Djampou, qu'est-ce que vous attendez de cette constitution? Vous avez tout à l'heure essayé de présenter ce qui est bien, ce qui a progressé, mais qu'est-ce qu'il faut corriger? Alors, il faut bien qu'on centralise la question. Oui. Qu'est-ce que les jeunes attendent de la Constitution? Bien sûr, qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce que la jeunesse attend de la Constitution? C'est une question importante, une question assez grande. Oui. Comme je vous avais dit, la jeunesse a fait une analyse assez critique, assez objective de la Constitution. La jeunesse attend principalement une plus grande reconnaissance de sa place au sein de la société centrafricaine. La jeunesse attend à ce qu'elle ait plus d'opportunités, d'épanouissement, d'opportunités de développement. Pour l'une des revendications phares qui est portée aujourd'hui par la jeunesse du Front républicain est une institution républicaine orientée vers la jeunesse. Je vais prendre pour exemple, dans les années 60, le président Dako avait mis en place, en tant qu'érigé en nation républicaine, la jeunesse pionnière nationale. Oui. Des années plus tard, le président Kolimba mettra en place le haut comité à la jeunesse nationale, qui autant d'institutions érigées en institutions républicaines qui ont disparu au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, la jeunesse sollicite à ce que sa place soit reconnue, son rôle soit reconnu. Pourquoi pas notamment au travers non seulement de dispositions législatives ou réglementaires, mais surtout au travers d'une institution qui lui permettra, qui lui offrira des opportunités de développement, des opportunités d'épanouissement, des opportunités de pouvoir plus s'intégrer dans la société centrafricaine. La jeunesse aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle réclame encore? Elle réclame que dans notre loi fondamentale soit reconnue à notre pays cette possibilité, comme le ministre l'a si bien dit, y compris le docteur, de pouvoir exploiter ses richesses, ses ressources pour son propre épanouissement, son propre développement. Elle souhaite également avoir la possibilité de pouvoir, sur le point diplomatique, le point de relations internationales, contracter ou ouvrir des relations avec n'importe quel autre État sans que cela puisse créer un problème. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans un esprit panafricain. Ouais. Nous aimerons aussi bien dialoguer avec la jeunesse russe que la jeunesse française ou la jeunesse américaine ou la jeunesse rwandaise ou canadienne. Alors, c'est autant de choses que la jeunesse souhaite aujourd'hui. Au final, qu'est-ce que la jeunesse veut centrafricaine? C'est que sa voix soit entendue, c'est que sa place soit reconnue et c'est qu'elle ait des opportunités pour pouvoir contribuer positivement au développement du pays. Si on donne au travers de cette constitution des mécanismes qui permettent aux jeunes d'être plus présents, de plus participer à la gestion publique, de plus concourir ou d'avoir des opportunités en termes d'entrepreneuriat ou de développement économique, vous allez voir que radicalement, il y aura de moins en moins de jeunes bandits, de moins en moins de jeunes engagés dans les rébellions pour pouvoir contribuer à la stabilité du pays. Merci à vous. Oui, monsieur le ministre. Si vous m'autorisez. Alors, disons en 30 secondes, monsieur le ministre. En 30 secondes, oui. 1 minute, disons. Le président nous laissait souvent entendre que, fort de son expérience, vous savez, il continue d'enseigner à l'université. Donc il est en contact permanent avec sa jeunesse, avec cette jeunesse, et donc qu'il interpelle très souvent. Et cette jeunesse, justement, il en profite pour justement solliciter des avis, des conseils à ses étudiants, mais aussi à des jeunes d'où qu'ils viennent. Dès qu'il a l'occasion de rencontrer des jeunes, il s'évertue à leur demander quelle est leur aspiration profonde. Qu'est-ce qu'ils veulent?
Ils veulent tout simplement du bonheur, mieux vivre, du travail, de l'argent, pour réaliser leurs rêves et leurs projets. Et c'est en cela que justement le président, en tenant compte de cette aspiration profonde-là, a initié cette révolution crypto, mais pour pouvoir justement permettre à ce jeune-là de réaliser ses rêves, de réaliser ses projets, d'avoir les moyens de pouvoir réaliser ses projets. Parce que qu'on se le dise, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut des moyens pour réaliser ses rêves, pour construire effectivement sa maison, pour réaliser son projet, pour acheter une voiture. Et j'en passe. Mais aussi pour révéler le génie de cette jeunesse. Un jeune qui aurait par exemple un projet pour développer, une application demain. Il lui faudrait des ordinateurs, il lui faudrait des moyens pour acheter des ordinateurs, pour réaliser son projet. Et c'est pour ça effectivement que le président a décidé d'engager cette révolution crypto qui permettra aux uns aux autres et surtout aux jeunes de pouvoir mobiliser des ressources et un soutien financier. Donc voilà un peu en gros si je peux rajouter ça, je pense que la jeunesse aspire fondamentalement à ça, mais aussi à ce qu'on puisse lui créer des conditions favorables pour qu'il puisse s'épanouir. Des écoles, des routes, des centres de santé, des hôpitaux. Et pour tout ça, il faut des moyens. Et c'est pour ça effectivement que cette solution crypto nous permettait et à l'État et à la jeunesse de pouvoir mobiliser ces ressources, trouver des solutions de mobilisation de ressources hors des schémas classiques. Merci à vous. On va justement rentrer dans quelques minutes dans la partie crypto. Mais en attendant, on accueille Patient Parfendon. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci pour cette invitation une fois de plus. Très honoré d'être sur ce plateau avec le jeune William. J'ai beaucoup apprécié vraiment ses interventions et surtout le niveau où il a eu dû élever ce débat. Je lui dis vraiment merci, bravo. J'ai l'habitude de dire, la Centrafrique ne regorge pas que des richesses de son sous-sol. Mais de plus en plus, ils éclairent le monde par le génie et la qualité de ses hommes. Et je pense que le jeune William rentre en droite ligne de la grande ligne qui a été tracée. On a rappelé les hauts faits de la résistance centrafricaine, mais surtout sur le magistère du président Fossa, quand Archange Touadéra. Je crois que s'il y avait des instances de notation, comme le fait souvent sur le plan économique, les triple A, c'est les triple A qui seraient vraiment attribués à la Centrafrique du point de vue de la qualité de ces hommes-là. Et merci à Monsieur le ministre d'être là aussi, de partager cette belle aventure avec nous, et merci pour cette invitation. Alors, Patient Parfendon, à une certaine époque, quand on arrivait au terme d'une thématique, vous étiez chargé de nous faire une sorte d'analyse synthèse. Et comprenez qu'on ne va pas quand même déroger à cette belle tradition qui permettait aux panafricanistes de mieux comprendre les enjeux. Alors, nous avons terminé avec cette première partie. C'est à vous de la refermer définitivement. Merci, c'était un débat fort enrichissant. Je pense que nous avons fait le tour des questions et c'est très intéressant de voir les synergies, les similitudes, mais surtout l'approche, bien que donnant l'impression d'être divergents, mais qui se retrouvent sur un fait. En fait, de quoi on débat? On débat à essayer d'identifier les lieux et, j'allais dire, le fait historique de la défaite du peuple noir. La défaite du peuple noir. En quoi consiste-t-il? Quand on essaie de poser un diagnostic franc, sincère, profond de cette défaite-là, je pense qu'on arrive à mettre en évidence 4 éléments, au moins. 4 thématiques, je peux les évaluer comme ça. La première thématique, et vous allez voir quand on parle de la République centrafricaine, chaque thématique va trouver totalement sa place dans cette mutation qui doit nous amener à ce nouveau paradigme que tous les Africains et tous les hommes épris de paix, de justice et de liberté attendent évidemment. La première thématique, c'est la valeur de la vie. La valeur de la vie et la question de la valeur. Dans le cadre de cet espace. La deuxième thématique, c'est le vrai leadership et sa construction sociale. Le vrai leadership et sa construction sociale. La troisième thématique, à mon sens, peut être définie comme la prédiction rationnelle. Le Senghor, quand arrive à Pont-Nommé, dans un environnement bouillonnant, mais riche en espoir,
Donc la production rationnelle et la gestion du temps. Parce que nous n'avons pas l'éternité avec nous. Hein. Il faut savoir saisir les opportunités historiques à des moments bien précis. La prédiction du temps et la prise de décision. On en vient à la question de la Constitution. Parce que toutes les belles choses que j'ai entendues là, que ce soit de Yambi Timba, que ce soit de M. le ministre, que ce soit de Mbandakani ou bien de William, attention, s'il y a un socle institutionnel profond qui légitimise l'encadrement, c'est-à-dire que la volonté exprimée par le peuple pour se tailler, se construire dans le marbre des valeurs, des principes pour ériger ce que j'allais dire, formater leur vivre ensemble et projeter la vision de ce leadership que nous voyons à l'œuvre dans cet espace pour le bonheur des enfants centrafricains demain, je crois que là, on aurait un gros problème. Et le quatrième thème que j'ai essayé d'élaborer, c'est la construction nationale et la question de la conscience historique. Il n'y a pas de construction nationale si nous donnons l'impression que nous sommes une génération spontanée. Il n'y a pas de construction nationale possible si on donne l'impression, on a eu ce débat ici, je crois, dernièrement, avec les responsabilités. On nous dit les responsabilités sont partagées, on veut bien. Mais dire que les États sont partagés, c'est faire quand même l'effort de se réapproprier de cette conscience nationale pour mieux comprendre les enjeux. Sinon, on répète comme un perroquet ce que les médias mainstream ont l'habitude de nous bassiner à longueur de journée. Les Africains sont responsables de l'esclavage, les Africains sont responsables de la colonisation, les Africains sont complices, n'est-ce pas, des lobbies étrangers qui viennent piller leur continent, parce qu'on ne questionne pas la question éminemment de la conscience nationale à l'aune de cette conscience nationale. Ces quatre thématiques, au moins, que j'ai pu, en nous écoutant, essayer de prendre quelques notes, pour moi, si elles sont abordées avec une conscience patriotique, avec un élan de dignité, mais surtout dans une perspective de construire une Afrique libre, souveraine et indépendante, on verra très rapidement que ce qui semble, comme le docteur Mtima le disait, être comme des points de divergence, ne vont apparaître que comme des simples petites aspérités qu'on peut gommer facilement, surtout si on s'élève en mettant en avant la question de la dignité, non seulement du peuple centrafricain, du peuple africain, mais de l'homme noir tout court. Nous continuons de renvoyer face aux autres peuples du monde le visage de l'esclavage, de l'échec, de la domination, de l'incapacité à labourer notre espace pour en faire des espaces de valeur. Et pour moi, c'est quelque chose de très fondamental, de très important, si on veut bien comprendre cette révolution qui ne dit pas son nom, mais qui est en train de se produire sous nos yeux. Et cette révolution-là, c'est le mirage, le miracle de la Centrafrique, sous effectivement le leadership éclairé d'un homme qui depuis un certain temps fait la dignité de tout un continent. Et à mon sens, c'est ce que j'ai pu retenir de cette brillante démonstration qu'il y a eu sur ce plateau. Je remercie une fois de plus vous deux qui avez su calmer nos ardeurs, parce que vous savez qu'on en a, mais en réalité, on ne fait rien de grand sans, j'allais dire, passion. On ne fait rien de grand sans passion. Nous sommes passionnés de ce continent, nous sommes passionnés de notre peuple, nous sommes passionnés des valeurs humaines et de liberté qui doivent en réalité fonder le grand peuple que nous sommes. Voilà. Merci à vous, Passion Parfendum. Eh bien, on parle à présent de crypto-monnaie. On a évoqué tout au long de ce débat. Entrons donc en profondeur, peut-être par la voie la plus autorisée sur cette table, Monsieur le ministre, en ce qui concerne la crypto-monnaie Sangocoin, pour ne pas le citer. Il y a eu également des critiques, vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle. Alors, où en est-on aujourd'hui avec ce projet ? Ce projet prospère. Ce projet prospère parce que pour ce qui est de la position de la Cour constitutionnelle, en fait, elle s'est prononcée que sur l'annonce d'un projet. Oui.
alors qu'elle n'a pas qualité de pouvoir se prononcer sur un projet quel qu'il soit. C'est comme si aujourd'hui, demain, vous développez un projet, vous l'annoncez et la Cour constitutionnelle va se prononcer sur la constitutionnalité de votre projet. Vous voyez un peu les limites un peu de la démarche et de l'approche. La Cour constitutionnelle normalement a pour vocation de se prononcer sur la constitutionnalité des lois et par rapport à la Constitution de 2016, elle peut aussi se prononcer sur la constitutionnalité des règlements. Pour ce qui est du projet Sango, aujourd'hui, les dispositions qui ont été prises pour structurer ce projet-là continuent d'être développées. Il est question, tout en restant en phase avec la loi et la Constitution. Et donc, le projet en lui-même de Sango, qui était déjà adossé au projet de l'île aux singes, donc de la construction de la Crypto City, donc la capitale mondiale des cryptomens et des crypto-women, un projet immobilier d'envergure, aujourd'hui continue de prospérer. Nous sommes heureux de savoir que les gens au quotidien continuent de miser et de croire en ce projet Sango. L'idée développée par le président Touadéra est tout simplement géniale et nous sommes heureux que l'Afrique et le monde continuent de croire en ce projet et tout est entrepris par le président pour pouvoir justement continuer à développer ce projet tout en restant en phase avec la loi et la Constitution. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que de plus en plus, il y a l'adhésion du peuple quant à ce projet. Alors la régie nous fait savoir que dans exactement 8 minutes, ce sera l'heure du journal. Donc on n'a plus que 8 minutes pour refermer cette partie, monsieur le ministre. Ce sera très très rapide. Donc, malheureusement, on va lui dire, mais on y reviendra. Bien sûr. On y reviendra dans les prochaines éditions. Restons un tout petit peu. C'est que Doumbé, vous voulez poursuivre avec William, certainement. Peut-être avec William, surtout que c'est un projet assez important pour la jeunesse. Sur cette question de la crypto-monnaie, de la décision de la Cour constitutionnelle, pour ne pas entrer dans toutes les questions juridiques, les détails, les subtilités juridiques, on se rend compte aujourd'hui que le peuple centrafricain aspire à quelque chose d'immense. À travers la crypto-monnaie, le peuple centrafricain, qui a déjà aujourd'hui une relative paix, une accalmie, une certaine sécurité, aspire maintenant à son développement. Et la constitution d'aujourd'hui, sur laquelle la Cour constitutionnelle s'est basée, ne permet plus à ce peuple centrafricain de pouvoir aller vers son nouveau, vers ce paradigme, ce développement, cette nouvelle marche à laquelle elle aspire. D'où la nécessité alors de la réviser, de la réécrire pour qu'elle puisse cadrer effectivement avec les attentes réelles du peuple centrafricain. Si aujourd'hui, dans la décision de la Cour constitutionnelle, on nous explique qu'il ne fallait pas utiliser l'anglais, alors que le monde aujourd'hui tourne autour de l'anglais, pourquoi pas dans notre prochaine constitution mettre également l'anglais comme l'une de nos langues officielles. Voilà un exemple. Si aujourd'hui la Cour constitutionnelle nous fait comprendre que nous ne pouvons pas tokeniser, utiliser nos ressources pour pouvoir vendre nos ressources, pour pouvoir nous développer, la nécessité d'inscrire dans notre prochaine constitution la possibilité pour le pouvoir exécutif d'utiliser les ressources pour satisfaire les besoins du peuple. Donc moi je pense que cette décision de la Cour constitutionnelle renforce les arguments, renforce l'intérêt majeur qu'il y a aujourd'hui de réécrire la Constitution, parce que la Constitution cadre aujourd'hui, la prochaine Constitution, l'actuelle Constitution ne cadre plus avec les aspirations, les profondes attentes du peuple centrafricain et cette envie de pouvoir aller de l'avant. Il faut la réécrire. Alors la crypto-monnaie ne fait que de renforcer cette volonté populaire, cette volonté de la jeunesse d'aller de l'avant, d'où la nécessité de même de réécrire notre Constitution en y intégrant directement la crypto-monnaie comme une valeur sûre et un outil de notre développement. Monsieur le ministre Koyabele. Si vous permettez rapidement une minute, je sais que le journal est une institution. Le journal est une institution, vu le peu de temps qui nous est imparti pour pouvoir nous pencher sur une question aussi importante. Permettez-moi en une minute d'expliquer un peu ce que c'est que la crypto et tous ces concepts de token rapidement. Les grands principes sont les suivants. Grâce à cette révolution crypto, le président voulait offrir au peuple et aussi à l'État l'opportunité de mobiliser de l'argent sur, je dirais, d'autres marchés. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la blockchain.
La blockchain, c'est un nouveau système de réseau, qui est structuré sur Internet et animé par différents acteurs, des millions d'acteurs. Ces millions d'acteurs, aujourd'hui, certains ont des moyens, d'autres en ont moins. Et grâce à la crypto et grâce à la tokenisation, au principe de tokenisation, un Centrafricain peut développer son projet et maintenant le mettre sur la blockchain avec des outils de promotion et pourra maintenant mobiliser des ressources sur la blockchain. Donc Elon Musk qui est sur la blockchain ou tous ces milliardaires qui sont sur la blockchain pourront avoir accès directement à son projet et le financer directement et ce de manière instantanée et transparente. Instantanée, sans frais, sans taxes. Et voilà les avantages qu'offre entre autres cette révolution crypto et cette solution crypto. De même, il s'agit d'un projet. Un Centrafricain peut avoir un titre de propriété qui pourra effectivement poser sur la blockchain. En gros, vous avez une maison ou je ne sais quel autre produit dont vous disposez du titre de propriété. Vous avez cette maison, vous la mettez sur la blockchain, vous pouvez la mettre en vente sur la blockchain. Et au lieu effectivement de vous limiter qu'au marché familial ou à la rigueur nationale, vous pourrez effectivement là poser votre soumettre votre proposition de vente de votre maison sur le marché international et sur la blockchain. Et là, en tout cas, cette thématique reviendra en thématique unique, Monsieur le Ministre. Je sais que vous avez envie de vous lâcher là-dessus. On y reviendra. Docteur Yam également, il s'était préparé. Nous y reviendrons, messieurs, en thématique unique. Et je vous le rassure, nous sommes encore là pour plusieurs jours et nous ferons tout ce qui est de notre possible pour que Monsieur le Ministre Yam et tous ceux qui se patient parfait d'homme, d'ailleurs, il s'était préparé, il est allé jusqu'à l'école du quanticien pour reprendre quelques notions. Patient d'homme, je vous donne une minute tout de même. Oui, mais excusez-moi, Bachir. Il faut qu'on le dise quand même aux Africains, surtout à ceux en deux colons qui essayent de dénigrer cette initiative extrêmement importante. Non seulement pour la Centrafrique, mais pour l'ensemble des peuples africains. J'insiste là-dessus. La plupart de nos pays, surtout ceux qui sont dans le soi-disant précaré français, nous sommes coincés par une monnaie nazie qui est en réalité une agence de flicage et qui ne permet pas le décollage économique de nos États. On est complètement coincés. Aujourd'hui, aucun de nos pays ne peut se lancer dans un quelconque investissement sur le plan économique, dans le sens d'essayer de tirer, n'est-ce pas, la vie, j'allais dire, l'organisation sociale de son pays vers le haut. C'est ce que Barthélemy Boganda, avec les 5 verbes dont il a bien énuméré ici des Normands, et que Ruben Mounion va appeler l'élévation du standard de vie des Africains. Vous ne pouvez pas. Parce qu'avec le compte d'opération, avec cette monnaie, qui est battue ailleurs, qui est gérée ailleurs, avec toutes les complexités en ce qui concerne la possibilité pour votre pays de pouvoir commercer, de pouvoir lever même des fonds à l'international à partir de cette monnaie, qui en réalité est une monnaie qui n'existe pas dans la réalité sur le plan international, vous êtes bloqué. Donc, en politique, comme dans la vie en général, il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est la force, souvent représentée par le lion. Le deuxième élément, c'est la ruse. Alors, puisque cet individu qui est en face de nous pense qu'il est fort, nous allons ruser. Nous allons trouver des voies de contournement pour régler le problème de son obstacle que constitue le franc CFA. Mais nous le réglons de manière intelligente, mais surtout de manière propre à nous, en faisant valoir le génie africain. C'est ça, la question de cette crypto-monnaie et de ce Sangoku. On y reviendra. Voilà, donc je pense que nous sommes arrivés au terme de cette autre édition. On va refermer peut-être avec cet extrait du président Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, à l'occasion de la clôture du séminaire gouvernemental qui s'est déroulé ce jour du côté de Bangui. Comme je l'ai dit dans mes propos, d'abord à l'ouverture, en tout cas merci beaucoup. Comme je l'ai dit, c'est un séminaire gouvernemental pour recentrer
le gouvernement autour de certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui, avec la crise, avec d'autres situations, vous savez que certain nombre de partenaires ont suspendu des appuis budgétaires pour des raisons que nous ne connaissons pas, mais on doit se retourner sur vraiment une mobilisation de ressources internes accrues. Et pour ça, c'est pour ça que ce séminaire a été convoqué. Et ça a permis à tous les membres du gouvernement, chacun dans son secteur, de présenter les atouts, les défis, et puis aussi des relations avec un certain nombre de partenaires, parce que certains partenaires travaillent dans un certain nombre de secteurs, donc on doit tout faire pour recentrer et aussi permettre à chaque membre du gouvernement de connaître ce qui se passe aussi, c'est-à-dire le travail interministériel. Bon, une évaluation. Et donc il y a des recommandations pour permettre justement, dans un premier objectif, la collégialité et aussi la mobilisation des ressources et permettre aussi à chacun de connaître les difficultés et aussi les opportunités pour chaque département. Donc je suis satisfait, j'ai participé à quelques débats, des échanges pendant ces périodes. Ce sont des échanges francs, débats très fructueux. J'en suis satisfait. D'accord, et parlons de la question de Sango, monsieur le Président. Lequel? Sango Coin. On sait actuellement que le pays est quand même victime de plusieurs attaques, notamment le FMI qui a bloqué. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez essayé d'aborder ce sujet? Non, le Fonds monétaire n'a pas bloqué. Aujourd'hui, nous sommes en dialogue avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, même la BEAC. Ils vont envoyer des experts ici pour que nous puissions voir, disons, échanger pour travailler sur les décrets d'application de la loi. Donc, il n'y a pas de blocage. Hein, et il y avait un certain nombre d'inquiétudes sur le projet, mais à travers cet nombre d'échanges, ils ont compris que il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Seulement, il faut être ensemble pour travailler, lever un certain nombre d'équivoques. Aujourd'hui, on ne peut plus reculer avec les monnaies numériques. Il faut se rendre à l'évidence. Bon, c'est peut-être... on ne s'est pas pris mais on a été un peu plus vite et c'est pour ça que ça inquiète. Mais aujourd'hui, quand on y réfléchit, vous voyez bien que toutes les institutions financières commencent à développer la réflexion autour de cette problématique. On ne peut plus reculer avec le numérique, on ne peut plus reculer. On l'a vu avec l'Internet, on a vu avec la digitalisation aujourd'hui, c'est en avance. Donc ce sont des inquiétudes que nous qualifions de normales. Mais il faut que les gens ne se précipitent pas pour prendre des décisions qui pourraient être irréversibles. C'est de s'attabler, de discuter, de voir comment les choses vont évoluer. On ne peut plus reculer avec le numérique. Merci. Voilà, c'était donc le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui s'exprimait sur les antennes de Foyo Média et bien sûr de la télévision nationale centrafricaine. Cet extrait, vous le retrouverez dès demain matin sur les mêmes antennes quand il sera 7 h pour en débattre et bien sûr décrypter convenablement la question de la crypto-monnaie et bien sûr cette question de révision, réécriture de la Constitution. Ce sera sous la présentation de Ngale Ebokia Alice. Et bien sûr, l'autre rendez-vous, c'est à partir de 18 h, toujours mercredi. Et cette fois-là, vous nous retrouverez, Sike Doubé et moi, bien sûr accompagnés d'un panel très riche pour permettre davantage à ce pays de parler, à ces Centrafricains de se parler, mais surtout de s'écouter, afin que finalement, nous arrivons à ce que nous avons tant voulu, le panafricanisme qui est un humanisme. Bonne suite des programmes sur nos antennes.